Nouvel attentat suicide dans le nord-est du Nigeria. 2 kamikazes ont explosé à Yola, faisant au moins une trentaine de morts. Dernière étape de la tournée du roi du Maroc en Afrique subsaharienne, Mohamed VI est arrivé vendredi au Gabon pour une visite de travail et d'amitié. Enfin, le Premier ministre roumain, qui est poursuivi par la justice pour corruption, refuse de démissionner. Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par le Nigeria. 2 kamikazes ont explosé, faisant une trentaine de morts et 38 autres blessés. L'attentat suicide survenu jeudi dernier a eu lieu dans le nord-est du pays, plus précisément dans un marché bondé de Yola. Les images. Les 2 kamikazes auraient enclenché une fausse bagarre afin d'attirer l'attention des passants et des marchands. Une fois rassemblés autour d'eux, les kamikazes ont déclenché leurs explosifs. Une explosion qui a fait plus de 31 personnes tuées et 38 autres blessées. Si pour l'instant l'attaque n'a pas été revendiquée, tous les regards se tournent vers le groupe islamiste armé Boko Haram qui a perpétré ces dernières semaines plusieurs attaques dans le nord de l'état d'Adamawa, dont Yola est la capitale. L'attaque de Yola a eu lieu quelques heures seulement après un attentat suicide présumé à un point de contrôle militaire près d'une caserne de Maiduguri, capitale de l'état voisin de Borno, faisant 4 morts au rang des soldats. La capitale de Maiduguri est sujette à des attaques régulières, mais l'accalmie y était revenue depuis peu, à tel point que la ville était même vue comme un havre de paix pour des centaines de milliers de déplacés, forcés de fuir leur foyer plus au nord du fait des combats. Il faut dire que pendant que se produisait cet attentat suicide à Yola au Nigeria, le président Muhammadu Buhari saluait à N'Djamena le rôle essentiel joué par l'armée tchadienne dans la lutte justement contre Boko Haram. C'était lors de sa première visite officielle au Tchad. Muhammadu Buhari a en cette circonstance appelé de ses vœux un renforcement de la coopération entre le Tchad et le Nigeria. 72 ans, Muhammadu Buhari s'est exprimé dans la capitale tchadienne où il a rencontré son homologue Idriss Déby. C'était au lendemain d'une visite au Niger. Ces 2 pays font partie d'une coalition régionale contre les insurgés islamistes. Le président nigérian, investi vendredi à la tête de l'État, fait de la lutte contre Boko Haram son cheval de bataille. Je suis venu ici spécialement pour remercier le président d'aider l'armée nigériane à gagner des territoires sur Boko Haram. Idriss Déby a de son côté réaffirmé l'engagement et la disponibilité du Tchad à collaborer avec le Nigeria. Constituée de 8700 militaires, policiers et civils, la force sous-régionale regroupe le Nigeria et ses voisins. 5 pays qui se sont entendus début 2015 pour intensifier leur coopération pour endiguer la menace régionale que constituent les islamistes. Direction maintenant le Togo où le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Selam Klasso, 55 ans, a été nommé vendredi soir Premier ministre du Togo. Docteur en hydroclimatologie appliquée à l'environnement, le nouveau Premier ministre togolais fut également ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et ministre des Enseignements primaires et secondaires. La Tunisie est menacée par le danger du terrorisme et une situation économique difficile. C'est ce qu'affirme en tout cas son Premier ministre, Habib Essib, lors d'une séance plénière qui s'est déroulée devant le président de l'Assemblée des représentants du peuple et un parterre de journalistes. Voici un extrait des propos du Premier ministre tunisien. Le phénomène du terrorisme figure en tête des défis. Il vise à perturber la sécurité de notre nation et sa stabilité. Il vise aussi à propager le chaos et à porter atteinte à l'économie nationale et à perturber la dynamique du développement.
Nous avons décidé de renforcer la surveillance à la frontière de la Libye par des obstacles matériels sur 168 km, outre les préparatifs pour affronter les développements de la situation en Libye et ses répercussions humanitaires. Outre le danger du terrorisme, le gouvernement a fait face à une situation économique et financière qui s'aggrave d'une année sur l'autre. Ceci s'est manifesté notamment par la faible croissance, l'accroissement de la crise des finances publiques et la gravité de la situation financière de la majorité des entreprises et institutions publiques. Le roi du Maroc est arrivé vendredi à Libreville au Gabon pour une visite de travail et d'amitié. Mohamed VI a été accueilli à l'aéroport de Libreville par le président Ali Bongo Ondimba et une foule de sympathisants gabonais et de membres de la diaspora marocaine. Les dirigeants marocains et gabonais doivent signer aujourd'hui plusieurs accords de coopération, notamment dans le domaine de la santé. Ils procéderont également au lancement des travaux d'un centre de formation professionnelle dans les métiers du transport et de la logistique. Notons qu'il s'agit de la dernière étape d'une importante tournée en Afrique subsaharienne qui a mené Mohamed VI au Sénégal, en Guinée-Bissau et en Côte d'Ivoire. Nous quittons maintenant le continent africain pour nous rendre en Roumanie. Le Premier ministre de ce pays est poursuivi pour corruption par la justice. Face à la situation, le chef de l'État conservateur a demandé à ce Premier ministre de démissionner de son poste, chose que ce dernier n'envisage pas de faire puisqu'il rejette catégoriquement la demande du président de la République. C'est la première fois qu'un Premier ministre roumain en exercice fait l'objet de poursuites judiciaires. Les charges qui pèsent sur le chef du gouvernement sont nombreuses. Il est soupçonné de faux en écriture, de complicité d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent du temps où il était encore avocat entre 2007 et 2011. L'homme est également accusé de conflit d'intérêts. Un scandale qui pourrait faire basculer la Roumanie dans une crise politique. Pour éviter d'en arriver là, le chef de l'État roumain prend les devants et demande la démission de son Premier ministre. Le parquet national anticorruption a annoncé publiquement que le Premier ministre Victor Ponta est soupçonné de faits pénals. À mon avis, c'est une situation impossible pour la Roumanie d'avoir un Premier ministre soupçonné de faits pénals. En même temps, la pire chose qui pourrait arriver maintenant à la Roumanie, c'est une crise politique. Vu tout cela, je demande la démission du Premier ministre Victor Ponta. Une demande à laquelle s'oppose Victor Ponta, invoquant que seul le Parlement détient le pouvoir de sa destitution. Le parquet anticorruption a fait tomber ces derniers mois plusieurs personnalités très influentes, soupçonnées de corruption et venant de divers bords politiques. Direction maintenant la Colombie qui est confrontée à une recrudescence du conflit armé. Face à la situation, le président Juan Manuel Santos a jugé très positive la pression internationale pour accélérer le processus de paix en cours depuis 3 ans avec la guérilla des FARC. Les appels à l'apaisement se sont multipliés depuis le mois dernier avec la levée de la trêve unilatérale des forces armées révolutionnaires de Colombie, FARC, et la reprise des bombardements massifs contre la rébellion marxiste issue d'une insurrection paysanne en 1964 et qui compte encore près de 8000 combattants. Alors que son gouvernement mène des négociations délocalisées à La Havane avec les FARC depuis novembre 2012, les pays garants des pourparlers, Cuba et la Norvège, tout comme l'Union européenne et l'ONU, se sont inquiétés du retour de la guerre, exhortant à un cessez-le-feu bilatéral rapide. Nous sommes les premiers à vouloir accélérer les négociations pour la paix. Nous le disons depuis longtemps car beaucoup de temps a passé et la patience des Colombiens a des limites. C'est pour cela que toute pression reçue pour accélérer le processus est la bienvenue.
Artisan du dialogue avec la principale rébellion, ce dirigeant du centre droit, réélu l'an dernier pour un second mandat jusqu'en 2018, affirme pour sa part qu'il ne compte pas jouer avec les règles du jeu, celles de négociation sans trêve militaire avant un accord final. Nous avons choisi la voie du dialogue dans le conflit. Souvent, les gens ne comprennent pas que nous négocions la paix tandis que les affrontements continuent. Mais il y a des raisons, des explications. C'est comme ça depuis le début. C'est pour ça que le plus important est d'accélérer le processus pour terminer le conflit et pour que le cessez-le-feu soit définitif. Les négociations ont toutefois déjà abouti à plusieurs accords sur une réforme agraire, la lutte anti-drogue, la participation des ex-guerrilleros à la vie politique ou encore un plan de déminage dans ce pays frappé par le fléau des mines antipersonnelles. Dernier acquis en date, l'annonce jeudi de la création d'une commission de la vérité chargée de recueillir, sans les exposer à des poursuites judiciaires, les confessions des acteurs du conflit le plus vieux d'Amérique latine qui a fait officiellement quelques 220 000 morts en plus d'un demi-siècle. En Inde, des rebelles lourdement armés ont tué au moins 20 militaires dans une embuscade jeudi dernier dans le nord-est du pays. Il s'agit selon la police de l'une des attaques les plus meurtrières de ces dernières années. Des soldats au cœur meurtri chargent les corps de leurs frères d'armes tués un peu plus tôt. Il s'agit de l'une des plus importantes attaques contre les forces de sécurité ces dernières années en Inde. 12 autres soldats ont été blessés dans cette attaque contre un convoi militaire survenu tôt jeudi matin. Le convoi a été pris pour cible dans une zone reculée du district de Chandel, à environ 120 km au sud-ouest de la capitale de l'état d'Imphal, selon la police, qui a peu de détails en raison des difficultés de communication avec cette zone forestière. Aucun groupe n'a revendiqué cette attaque pour le moment. L'état du Manipur, frontalier de la Birmanie, abrite des dizaines de groupes tribaux et de petits groupes rebelles qui combattent le pouvoir central dans cette région. Les violences séparatistes durent depuis des décennies. Les groupes rebelles reprochent au gouvernement indien de ne pas se préoccuper du développement de ces régions, l'accusant de ne se soucier que du développement des 8 États du nord du pays, les plus riches. L'armée a annoncé avoir lancé une opération de recherche des assaillants. Au moins 50 000 personnes ont été tuées dans des violences séparatistes dans 6 des 7 États du nord-est de l'Inde depuis l'indépendance en 1947. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole a décidé, comme attendu, de conserver son plafond de production collectif à 30 millions de barils par jour. L'information a été confirmée vendredi par le secrétaire général de l'organisation. C'était lors d'une conférence de presse dont voici le point. Nous nous sommes entendus sur notre plafond de 30 millions de barils par jour. Tous les ministres se sont engagés pour appliquer ces 30 millions. C'est confirmé, les pays exportateurs de pétrole optent pour le statu quo en conservant leur plafond de production collectif. Ainsi en a décidé le cartel au terme de sa 167e réunion ce vendredi. Une décision largement attendue par ailleurs. En ce moment, nous sommes dans une phase descendante du cycle et il nous faut l'accepter, nous et nos citoyens. Le marché ne réalisera plus les $100. Le prix juste est le prix juste que nous avons en ce moment. Notons qu'après l'annonce de la décision de l'OPEP de maintenir son plafond à 30 millions de barils par jour, les cours du pétrole s'échangeaient à la hausse ce vendredi. En cours d'échange européen vers 11h40 GMT, le Brent gagnait 33 cents à 62,66 $ le baril, tandis que le West Texas Intermediate s'échangeait à 58,24 $ le baril, en hausse de 24 cents. Madame, Monsieur, c'est sur cette information que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Passez une très bonne journée en compagnie de nos programmes. Au revoir.